Allons-y maintenant avec les erreurs de type 1 et de type 2. Donc, quand on a introduit les tests hypothèses, on a parlé de la possibilité de se tromper lorsqu'on prenait notre décision. Ben ici, on va revenir là-dessus parce qu'on va aller chercher un petit peu plus d'informations, on va aller chercher des probabilités associées à ces erreurs. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on fait des tests hypothèses, on a plusieurs possibilités qui se présentent à nous. On a le choix de rejeter ou non H0 et on a la possibilité que H0 soit vrai ou fausse. Donc, à ce moment-là, si on compare, si on combine les choix qu'on fait avec les possibilités pour H0, on va rencontrer on va retrouver deux situations où on a des erreurs possibles. En effet, si jamais je rejette H0, mais que H0 est vrai, ben ici, si H0 est vrai, j'ai pas besoin de rejeter H0. Donc ici, j'ai fait une erreur. Je devais pas la rejeter H0 et je l'ai faite quand même. Donc à ce moment-là, on appelle cette erreur-là l'erreur de type 1. Cette erreur-là va être associée à une probabilité alpha qu'on va définir tout à l'heure et on va pouvoir calculer cette probabilité-là et voir c'est quoi les chances qu'on rejette une hypothèse qui était vraie. Ensuite de ça, si jamais on rejette H0 et qu'elle était fausse, ben c'est correct, c'est la bonne décision. Si jamais on ne rejette pas H0 et qu'H0 est vrai, c'est parfait, c'est aussi la bonne décision. Mais si on ne rejette pas H0 alors qu'elle est fausse, alors qu'on aurait dû la rejeter, on vient de commettre une autre erreur. On vient de commettre l'erreur de type 2. À ce moment-là, l'erreur de type 2 va être associée à une probabilité bêta qui va nous indiquer c'est quoi les chances de ne pas rejeter quelque chose qui est faux. Donc, c'est quoi la possibilité de se tromper lorsqu'on fait notre choix ici de ne pas rejeter H0. Dans nos vidéos, quand on avait introduit les types d'erreurs, on avait parlé même là, du système d'alerte de feu, du détecteur de fumée qu'on a dans nos maisons. Ce détecteur-là illustre bien les processus ici, les types d'erreurs. Si jamais le détecteur rejette l'hypothèse qu'il y a un feu et qu'il ne décide pas de sonner, d'alarmer les gens qui sont dans la maison, alors qu'il y a un feu, ben là, on vient de commettre une erreur, clairement. C'est possible aussi que le détecteur de fumée détecte un feu alors qu'il n'y en a pas. Donc ici, l'hypothèse qu'il y a un feu, c'est faux, alors qu'on ne rejette pas cette hypothèse-là. Donc ici, on était capable de se donner un bon exemple avec le détecteur de fumée qui expliquait quand même bien les types d'erreurs. Maintenant, ces types d'erreurs-là, on va les pousser un petit peu plus loin, on va aller chercher des informations supplémentaires, on va aller calculer les probabilités que ces erreurs-là soient commises. En fait, on va aller chercher la probabilité alpha qui sera la probabilité de commettre une erreur de type 1 et on va chercher la probabilité bêta qui sera la probabilité de commettre l'erreur de type 2. On va voir que dans les deux cas ici, on a besoin de certaines informations, un petit peu plus pour le bêta, pour la probabilité alpha, tout ce que ça nous prend, c'est une certaine valeur, on est capable de se débrouiller avec ça, mais pour la bêta, un petit peu plus difficile, un petit peu plus de travail quand même là, dans ce cas-ci. On va faire ça au travers de multiples exemples pour voir comment est-ce qu'on peut aller chercher ces probabilités-là. Et ensuite de ça, on vient à notre manuel puis on ira voir le dernier test qu'on peut faire, le test sur le Qui2. On commence par le calcul de la probabilité alpha, la probabilité qui correspond à rejeter l'hypothèse nulle sachant qu'elle est vraie. On pourrait l'écrire mathématiquement avec nos probabilités de cette façon-ci. Donc alpha, c'est la probabilité de rejeter H0 sachant que H0 est vrai. Tout simplement, on peut l'écrire de cette façon-là. Ça résume la phrase que j'ai écrite au-dessus. Donc à ce moment-ci, cette phrase-là, on va pouvoir la décortiquer puis aller calculer cette probabilité-là à l'aide de le test qu'on est en train de faire. Donc en effet, selon le test qu'on va être en train d'effectuer, ben, il va y avoir une particularité pour le rejet de H0. Donc on va décider selon est-ce que c'est un test unilatéral à gauche, unilatéral à droite, est-ce que c'est bilatéral, on va décider qu'est-ce qu'on va utiliser pour rejeter H0 dans ce cas-ci. À ce moment-là, H0 vrai, ben comme on est dans le test assez simple, ben ici, c'est toujours l'égalité. Ce sera facile d'aller écrire mu égale mu 0 à chaque fois. Et on pourra remplacer dans notre équation ce qui nous intéresse par la suite, parce que c'est ce que nous indique notre sachant que à ce moment-là. Et de cette façon-là, ben nous, on va être capable d'aller calculer la probabilité de rejeter H0 si H0 était vrai. Donc, on va se donner des exemples pour ça, pour bien saisir qu'est-ce qui se passe ici, puis ça devrait être assez clair là, une fois qu'on l'a fait. C'est quand même assez abordable comme calcul de probabilité. Donc, allons-y avec l'exercice 10.1 que vous avez dans le document de notions supplémentaires. Dans ce numéro-là, dans cet exercice-là, on a un manufacturier qui nous fournit des tiges d'acier et ce manufacturier-là, il affirme que la résistance moyenne à la rupture de ces tiges est de 50 kg par centimètre carré. Il a aussi l'écart type qui est de 3 kg par centimètre carré, pardon. Nous, en voyant ces informations-là, on a un petit doute. On se dit que 50 kg par centimètre carré, c'est beaucoup. Il me semble que les tiges d'acier
brisent beaucoup plus rapidement que ça. Ils vont se rupturer beaucoup plus facilement que 50 kg par centimètre carré. Donc, nous, on décide de faire un échantillon de 36 tiges. Et dans cet échantillon-là, on va aller mesurer, on va aller calculer la moyenne de rupture pour les 36 tiges qu'on a décidé de détruire, ultimement. Et si cette moyenne-là est inférieure à 49,5 kg par centimètre, donc 0,5 de moins que la moyenne que notre manufacturier nous donne, on assume que ces informations-là étaient fausses. Donc finalement, ici, si on trouve une moyenne qui est inférieure à 49,5 kg, on rejette l'hypothèse qu'on nous a donnée. Donc ici, on est en train d'aller faire quoi? On est en train de faire un test unilatéral. À gauche parce qu'on est à gauche dans notre équation ici, et on cherche la probabilité alpha de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Là, maintenant qu'on sait c'est quoi qu'on cherche, je me suis fait de la place, on va continuer notre démarche ici, puis on va aller prouver exactement qu'est-ce que ça vaut cette probabilité. Donc, pour faire ça, il va falloir remplacer rejeter H0 selon le type de test qu'on est en train de faire. On a décidé qu'on faisait un test unilatéral à gauche, donc ici, on va aller chercher la règle de décision d'un test unilatéral à gauche. Lorsqu'on est unilatéral à gauche, on va aller chercher Z plus petit que moins Z alpha, et on a toujours que H0 est vrai. Ici, par contre, moins Z alpha, on sait pas c'est quoi. Donc, on a besoin de trouver moins Z alpha, et lorsqu'on va avoir trouvé moins Z alpha, on devrait se rendre compte qu'il nous manque seulement à savoir quelle est la moyenne, et comme H0 est vrai, ben on la connaît, la moyenne ici. Donc, on va chercher Z alpha, donc recherche de Z alpha. Et pour ça ici, vous avez un beau petit tableau, le tableau 5.2, à la page 202 de votre manuel. Et ce tableau-là vous indique quelle est la valeur critique par rapport à X bar associée à un Z alpha. On voit que lorsqu'on fait un test unilatéral à gauche pour une moyenne avec la loi normale, on va voir que la valeur critique pour X bar est donnée par mu0 moins Z alpha fois racine de S plutôt sur racine de N. De cette façon-ci. Donc, comme on sait c'est quoi déjà la valeur critique, on peut poser l'équation X bar qui sera égale à mu0 moins Z alpha fois S sur racine de N. Dans cette équation-là, on peut isoler moins Z alpha. Si on fait X bar moins mu0 qui est égal à moins Z alpha fois S sur racine de N, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est diviser par S sur racine de N, et on obtient X bar moins mu0 sur S divisé par la racine de N qui vaut moins Z alpha. Et là, ici, cette équation-là qu'on vient de retrouver, on peut la placer dans l'autre équation de notre probabilité. On obtient une probabilité que Z soit plus petit que X bar moins mu0 sur S divisé par la racine de N, sachant que H0 est vrai. Donc, tout ce travail-là qu'on vient de faire, ça nous amène à un calcul de probabilité. On a Z qui est une loi normale centrée réduite. X bar, on connaît, c'est 49,5. Mu0, comme on sait que H0 est vrai, ben on sait que c'est 50. S, c'est 3. Et N, c'est 36. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est remplacer ces informations-là dans notre équation, puis ça nous donnera le calcul de probabilité à faire. Donc, j'efface un petit peu mon tableau, puis on continue sur ça. On reprend notre équation. Si je remplace par les valeurs, X bar, c'est 49,5, mu0, c'est 50, S, c'est 3, et N, c'est 36. Et là, remarquez que mon sachant que H0 est disparu parce que j'ai remplacé par les valeurs que je voulais ici. Donc, ça me sert à rien de trimballer ça ici tout le temps. Ça va juste rendre le calcul un petit peu plus lourd. Donc, ici, on y va avec ça. On peut remplacer notre équation ici. 49,5 moins 50, ça me donne moins 0,5. 3 sur racine de 36, c'est 3 sur 6, donc c'est une demi. Donc ici, une demi. On peut simplifier encore. Moins une demi sur une demi, ça nous donne
moins 1. Donc, on cherche la probabilité que z soit plus petit que moins 1. Cette probabilité-là, elle est égale à 0,5 moins la probabilité que z soit plus petit que 1. On peut aller de l'autre côté dans notre loi normale, et à ce moment-ci, on va aller chercher cette valeur-là pour trouver la valeur de 0,5. Donc, on s'en va dans notre table de la loi normale, puis on va trouver qu'est-ce que c'est cette probabilité-là que z soit plus petit que 1. Donc, dans la table de la loi normale, ce qu'on cherche, c'est la valeur 1. C'est simple, c'est cette valeur-ci ici à la première colonne, donc 0,3413. C'est ce qu'on va utiliser dans notre calcul pour notre probabilité. Donc ici, ça nous donne 0,5 moins 0,3413. Et ça ici, faites-le dans votre calculatrice, ça vous donne 0,1587. Cette probabilité-là, elle correspond à 15,87%. Donc, si nous, on décide de remettre en doute ce que notre manufacturier nous a dit, et que notre valeur critique qu'on choisit, c'est 49,5 kg, ben, il y a 15,87% de chances qu'on se trompe en refusant les informations de notre manufacturier. Ici, 15,87, c'est quand même une grosse probabilité. C'est quand même beaucoup de chances qu'on se trompe ici. Donc, peut-être que ce serait une bonne idée de faire confiance à notre manufacturier. Il sait qu'est-ce qu'il dit. C'est sûr que 49,5 ici, c'est une valeur qui était pas mal proche du 50. Si on choisissait plutôt quelque chose comme 47, peut-être qu'on serait un petit peu mieux dans notre calcul ici. On aurait un calcul beaucoup plus petit à aller chercher, une probabilité beaucoup plus petite. Donc, ça devrait être un petit peu mieux dans ce cas-ci. Sur ce, ben là, ici, on a terminé cet exercice-là. Donc, on va en faire un deuxième, exercice 10.2, juste pour être certain qu'on comprend bien la matière. Et on va voir que dans l'exercice 10.2, ben là, on va avoir besoin d'informations. On va aller se poser quelques questions là-dessus. Donc, exercice 10.2, dans cet exercice-là, on a un médecin qui nous dit que 40% des personnes qui souffrent d'arthrite sont soulagées lorsqu'ils prennent 2 comprimés par jour d'un analgésique connu. Nous, on n'est pas sûr de ça. On pense que notre médecin s'est peut-être trompé, on pense que ses calculs sont erronés, et nous, on a comme prétention que la vraie proportion, elle est différente de 40%. On ne sait pas si c'est plus grand, on ne sait pas si c'est plus petit, mais on est sûr que c'est pas 40%. Donc, à ce moment-là, on se dit que avec le médecin, on va faire un échantillon de 500 personnes. On va aller faire le test, voir combien de personnes avec 2 comprimés par jour d'analgésique sont soulagées de leur arthrite. Donc, pour faire ça, ici, on va faire un test hypothèse, et le test hypothèse, ce sera un test bilatéral. Première question qu'on a à faire, c'est d'émettre nos hypothèses. Les hypothèses sont les suivantes. Premièrement, H0, ce sera que pi est égal à pi 0. On a une proportion ici, donc on y va avec le test sur la proportion. Et notre hypothèse alternative, dans ce cas-ci, comme on dit que c'est différent de 40%, on va dire que c'est différent de pi 0. Ici, les pi 0, on les connaît, c'est 0,4, c'est ce que nous donne notre médecin. Maintenant, avec ces tests hypothèses-là, on sait qu'on a un test bilatéral, et on s'intéresse à calculer la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Pour faire ce test-là, on va avoir besoin de la dernière information qu'on nous donne dans notre texte. On nous indique qu'avec le médecin, on décide que si jamais dans notre test, on retrouve entre 170 et 230 personnes qui sont effectivement soulagées de l'arthrite, ben on va dire que finalement, le médecin il avait raison. 170 à 230, on considère que 40% de 500, c'est 200, donc plus ou moins 30 personnes autour de ce qu'il nous a donné, ça devrait être correct. On accepte ça. Donc finalement, si on rejette H0, c'est parce qu'on a moins de 170 ou plus que 230 personnes. Ici, pour trouver la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai, on va se baser sur le fait qu'on a un test bilatéral. Et là, ici, il y a plusieurs façons de le faire. Plusieurs façons de le faire parce que ça va dépendre de votre aise avec la valeur absolue. Donc ici, comme c'est bilatéral, on pourrait dire que la probabilité de rejeter H0, c'est la probabilité que Z soit plus grand que la valeur absolue de Z alpha sur 2, sachant que H0 est vrai. Ça, c'est la première méthode, c'est celle que moi je vais faire aujourd'hui. Une autre méthode, ce serait de dire que c'est la probabilité que Z soit plus petit que moins Z alpha sur 2, sachant que H0 est vrai, plus la probabilité que Z soit plus grand
que Z alpha sur 2, sachant que H0 est vrai. Donc, on va voir du côté gauche, on va voir du côté droit. On additionne les deux et ça nous donne la probabilité totale pour alpha ici. Évidemment, les deux méthodes sont équivalentes. La seule différence, c'est que ici, vous allez devoir calculer moins Z alpha sur 2 et vous allez devoir calculer Z alpha sur 2. Vous allez vous en rendre compte rapidement, c'est la même valeur avec un plus ou moins. Donc, vous êtes capable de retrouver la valeur ici totale pour la probabilité. Heureusement, c'est un test bilatéral qui est vraiment centré et qui est très symétrique. Donc, les deux méthodes ici sont parfaitement identiques. Nous, on va y aller avec la première. Donc ici, probabilité que Z soit plus grand que Z alpha sur 2 en valeur absolue, sachant que H0 est vrai. Pour trouver Z alpha sur 2, donc recherche de Z alpha sur 2, ici, il va falloir utiliser un petit peu nos connaissances de ce qu'on va faire sur la valeur critique d'une proportion. Et là, la valeur critique de la proportion, elle n'est pas claire, parce qu'on a 170 à 230 personnes, et ça, ce sont des personnes, ce ne sont pas des proportions. Donc, il va falloir trouver quelles sont les valeurs critiques qu'on obtient avec ça ici. Donc, pour trouver les valeurs critiques ici, on va aller chercher 170 sur 500, et on va aller chercher 230 sur 500. Dans ce cas-ci, « 170 sur 500, ça nous donne 0,34, et 230 sur 500, 0,46. Pourquoi est-ce que je suis allé chercher ça ici? Parce que je voulais des proportions. On a des proportions qui vont nous être données avec la quantité de personnes qu'on a, donc on va aller chercher ces proportions-là. Maintenant, dans un test bilatéral, ces deux valeurs critiques-là nous sont données d'une certaine façon. Ici, pour avoir 170 ou pour avoir 0,34, on va être allé chercher, on va avoir pris pi0 moins z alpha sur 2 fois la racine de pi0 fois 1 moins pi0 divisé par n. De l'autre côté, on va avoir pris pi0 plus z alpha sur 2 fois la racine de pi0 fois 1 moins pi0 divisé par n. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le chapitre 5 lorsqu'on est allé faire des tests hypothèses sur des proportions. C'est ces valeurs-là ici qui nous donnaient les valeurs critiques. Nous, on a moins utilisé ces valeurs-là. Par contre, on est souvent allé chercher le Z alpha sur 2 directement. Ben, à partir d'ici, on peut retrouver notre Z alpha sur 2 avec ces formules-là. Moi, comme je cherche la valeur absolue, j'ai pas vraiment besoin des deux. J'ai juste besoin d'un des deux ici. Je vais choisir celui qui est positif pour pas avoir à le changer par la suite. Donc, je vais aller chercher le Z alpha sur 2. Ici, si je fais 0,46 moins pi0 divisé par la racine de pi0 fois 1 moins pi0 divisé par n, ça me donne Z alpha sur 2. Donc, c'est cette valeur-là ici que je vais pouvoir utiliser dans ma probabilité. J'efface un peu mon tableau, puis on va voir qu'est-ce que ça me donne comme probabilité ici. Donc, avec cette information-là, je peux aller chercher la probabilité que Z soit plus petit que la valeur absolue de 0,46 moins pi0 divisé par la racine de pi0 fois 1 moins pi0 divisé par n. Tout ça en sachant, oups, j'ai oublié ma deuxième valeur absolue, tout ça en sachant que H0 est vrai. Mais là, que le fait que H0 soit vrai, qu'est-ce que ça nous donne dans notre calcul ici? Ça nous donne que pi0, la vraie proportion, ce serait de 0,4. Donc, on peut changer ça. On va aller chercher la proportion, la probabilité que Z soit plus petit que 0,46 moins 0,4 divisé par la racine de 0,4 fois 1 moins 0,4, ça va vous donner 0,6. Donc, je le remplace tout de suite. Et n, ça nous donne 500 ici. J'enlève mon sachant que H0 est vrai parce qu'on l'a remplacé déjà dans notre équation. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire ce calcul-là. On va arriver à la probabilité que Z soit... Oh, je me suis trompé. Ici, c'était... Faites attention, je me suis trompé. C'était plus grand le signe depuis le début. J'ai mal trimballé mon signe. C'est pas très très grave. C'est plus grand à chaque probabilité. Maintenant, on remplace la valeur qu'on a dans notre valeur absolue. 2,7386. Ici, comme dans la table de la loi normale, on sait que ce sont des valeurs à deux chiffres après la virgule. On va arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc, ça va nous donner la probabilité que Z soit plus grand que 2,7386.
74. Donc, maintenant, on a trouvé la valeur qui nous intéresse pour Z. Est-ce qu'on va la calculer directement? Pas tout à fait, parce que là, on a encore un petit peu d'analyse à faire. D'analyse à faire parce qu'on a encore une valeur absolue dans notre probabilité. C'est ici que je vous disais que la deuxième option peut être plus facile si vous avez plus de difficultés avec la valeur absolue. Donc ici, valeur absolue, ce que ça veut dire quand on a Z plus grand que la valeur absolue de 2,74, ça veut dire que c'est la probabilité que Z soit plus petit que moins 2,74, plus la probabilité que Z soit plus grand que 2,74. Parce qu'être plus grand que la valeur absolue de 2,74, c'est autant dans le négatif que dans le positif. Donc là, on devrait séparer la valeur ici dans ce cas-là. Par contre, là, ici, on sait que la probabilité que Z soit plus petit que 2,74, c'est égal à 0,5 moins la probabilité que Z soit plus petit que 2,74. On enlève le négatif, on reprend le 0,5. Et de l'autre côté, probabilité que Z soit plus grand que 2,74, c'est la probabilité qui est égale à 0,5 moins la probabilité que Z soit plus petit que 0,74. Donc là, on va aller chercher 2 fois la même probabilité. Donc ça ici, ce sera le double de ce qu'on va trouver dans notre table de la loi normale. Ça ici, ça fonctionne parce que notre probabilité, elle est symétrique, parce qu'on utilise la loi normale, on utilise la valeur absolue qui allait des deux côtés de façon symétrique. Donc, ça va doubler la probabilité qu'on avait. Si vous aviez utilisé l'autre version, vous auriez obtenu le même résultat ici, là, exactement le même résultat avec la même valeur. C'est juste que vous n'auriez pas traîné votre valeur absolue, vous auriez dû calculer 2 fois les probabilités à chaque étape. Donc, c'est pas très très grave, c'est très similaire comme méthode. En fait, c'est très équivalent comme méthode. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller calculer ça. Donc on va chercher ça dans la table de la loi normale. On remplace ça dans notre équation ici, et ça va nous donner la probabilité alpha de rejeter H0, sachant que H0 était là. Avant tout ça, par contre, je vais effacer mon tableau pour qu'on ait un petit peu d'espace. Donc dans la table de la loi normale, ce qu'on cherche, c'est 2,74. Donc on va commencer par trouver 2,7 ici, et on va à 74, donc 0, 1, 2, 3, 4. 0,4969. C'est ça la valeur qu'on va utiliser pour notre calcul de probabilité pour alpha ici. Et là, notre calcul nous indiquait 2 fois 0,5 moins 0,4969. Donc on fait ce calcul-là, 0,5 moins 0,4969, ça va nous donner 0,0031, fois 2, ça nous donne 0,0062. Donc ça équivaut à 0,62% de chance. Supposons que votre médecin vous disait que la proportion était de 40%, et que vous décidiez de construire un échantillon de 500 personnes, bien ici, si vous rejetez la proposition du médecin lorsque vous avez en bas de 170 personnes ou au-dessus de 230 personnes, bien vous avez seulement 0,62% de chance de vous tromper. Donc, c'est quand même un bon deal là, à faire ici, c'est un bon guess que vous avez fait, étant donné que vous avez très peu de chances de vous tromper là, en étant 30 personnes en dessous ou 30 personnes au-dessus de la vraie valeur que votre médecin a avancée. Donc voilà, c'était ça la probabilité de commettre l'erreur d'avoir rejeté l'hypothèse nulle de votre médecin, sachant que l'hypothèse aurait été vraie dans ce cas-ci. Donc ça fait le tour de cette partie-là. On va s'arrêter ici parce que c'est quand même déjà une longue vidéo, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo avec le calcul de la probabilité de l'erreur de deuxième espèce, donc erreur bêta, où on va avoir quelques informations légèrement différentes pour le calcul.